Hey! Ce paléontologue excentrique s'appelle Rick Marshall. Tout le monde dit qu'il est fou. Tout ça parce qu'il affirme sérieusement que les vortex temporels existent. Mais un seul fidèle disciple lui suffit pour faire croire au monde entier qu'il a raison. Une émission de télé. Le paléontologue Rick Marshall, qui sort un nouveau livre sur sa théorie paradoxale des vortex temporels, est dans le studio. Le scientifique est convaincu qu'ils sauveront l'humanité de la crise des combustibles fossiles. Selon lui, ces vortex sont une source d'énergie incroyable. Matt Lauer, l'animateur, l'écoute, mais il est sceptique. Il fait des remarques sarcastiques et est carrément grossier avec le scientifique, et il lui reproche de gaspiller l'argent des contribuables. Mais personne ne peut même imaginer que leur conversation se terminera ainsi. Marshall travaille dans une école. Il dit aux enfants que leur avenir dépend des particules subatomiques de tachyon. Selon le scientifique, si tu crées un dispositif spécial pour contrôler ces particules, tu peux voyager à travers des tunnels spatio-temporels. D'ailleurs, Marshall a déjà construit le dispositif et il l'a baptisé « amplificateur tachyon ». Mais les élèves s'en fichent de ces histoires inspirantes, sauf une fille, qui les trouve même très intéressantes. Après un des cours, cette fille s'approche de Marshall, se présente comme Holly, et lui avoue qu'elle admire son travail. Elle se demande pourquoi il n'a jamais terminé l'amplificateur tachyon, mais le scientifique n'aime clairement pas toutes ces questions. Stop. Chasing that theory got me laughed out of mainstream science. Il semble que le paléontologue ne veuille en aucun cas revenir à son projet, mais Holly arrive à repiquer sa curiosité. Elle lui laisse un morceau de roche ancienne vieux de 265 millions d'années, qu'elle a trouvé dans le désert. Le fossile porte l'empreinte d'un briquet moderne. Holly lui demande d'expliquer comment c'est possible, et part. À sa grande surprise, Marshall se rend compte que la marque sur le rocher vient de son briquet. Holly revient dans son bureau le lendemain matin. La jeune fille commence à s'excuser auprès du scientifique, puis elle remarque un dispositif sur la table. C'est l'amplificateur sur lequel Marshall a travaillé toute la nuit. Par contre, il n'a pas eu le courage de le tester. Ne comprenant pas complètement comment l'étrange appareil fonctionne, Holly insiste quand même pour le tester. Elle emmène Marshall dans le désert même où elle a trouvé le mystérieux fossile. Là, il rencontre Will, le propriétaire du parc d'attractions abandonné, et lui demande de les emmener faire une visite de la grotte. Il pénètre dans les profondeurs de la grotte sur un petit bateau. Will essaye de divertir les invités avec des histoires reptiliennes loufoques, mais il ne s'intéresse qu'à une seule chose, le vortex temporel. Puis d'un coup, ils enregistrent une forte activité de tachyon sous l'eau. Marshall allume son appareil pour amplifier le signal avec une onde de résonance et... Something's happening. Will pense qu'il y a un tremblement de terre et Holly commence à paniquer. Elle demande à Marshall d'éteindre l'appareil, mais le processus ne peut pas être arrêté. Le bateau flotte tout seul et transporte les trois vers la falaise d'une cascade géante, puis les aspire dans un énorme entonnoir. Ils se retrouvent à la surface d'un immense désert. Marshall voit 3 lunes dans le ciel et un vaisseau viking à proximité. Il est persuadé qu'ils ont enfin atteint un endroit où le passé, le présent et l'avenir convergent en un seul point. Mais il y a un problème. L'amplificateur s'est perdu quelque part en cours de route, et c'était leur seul espoir de rentrer chez eux. Les 3 amis sont distraits par des sons étranges. Il s'avère qu'un peuple ancien ressemblant aux australopithèques se bat à proximité. Will essaie de faire en sorte que les grands singes le vénèrent en utilisant un briquet, mais ça ne marche pas. Il s'enfuit, sauf un, qui a réussi à prendre son courage à 2 mains. Holly, qui travaille au zoo depuis pas mal de temps et étudie les singes, s'entend vite bien avec des hommes anciens qui se présentent comme Chaka. Il y a une escarmouche qui se termine plus vite qu'elle n'a commencé. Seulement quelques minutes s'écoulent quand d'un coup des rampants s'enroulent autour de leurs jambes, et ils se retrouvent sur un arbre. Mais c'est même pas le pire. Au loin, ils entendent le rugissement d'un dinosaure, et Marshall voit un vieux costume d'astronaute sur le sol. Il comprend vite qu'ils sont dans la mangeoire des prédateurs, et qu'ils devraient partir immédiatement. Le scientifique invite ses compagnons à unir leurs mains et à se balancer d'un côté à l'autre, mais dire que c'est risqué serait un euphémisme. Ouf! Maintenant, ils peuvent courir pour leur vie, mais d'abord, ils prennent quelques photos avec un prédateur, sinon qui les croira? Le trio remarque que Chaka, qui s'est échappé plus tôt, traverse le canyon sur un pont étroit. Ils suivent son exemple et laissent le dinosaure de l'autre côté au dernier moment. Marshall explique pourquoi les T-Rex s'arrêtent devant ce genre d'obstacle. Ils n'arrivent pas à évaluer correctement la hauteur et la distance, ils ont une mauvaise vision. Et pour couronner le tout, leur cerveau fait la taille d'une noix. Le paléontologue décrit tellement bien à quel point les T-Rex sont stupides que même le dinosaure lui-même semble comprendre. Ses narines s'enflamment de rage. Il revient, puis il saute par-dessus le pont. Au dernier moment, le trio parvient à se cacher dans une petite grotte. À l'intérieur, les compagnons trouvent des objets inattendus.
un gramophone, une table et même les squelettes de 2 soldats. Ils ont installé une base dans la grotte et Chaka les rejoint le soir. Pour la nuit, Will propose de renforcer l'entrée de la grotte avec une boîte et Marshall commence à se disputer avec lui. Il dit que ça ne fera qu'attirer l'attention du T-Rex. Après tout, son cerveau n'est pas plus grand qu'une noix, donc il ne compte que sur les instincts de base. Là, ils entendent un rugissement. On dirait que le T-Rex est encore offensé. It's a walnut. Leur deuxième jour dans une autre dimension commence. Marshall filme une autre vidéo pendant que Will et Chaka cherchent de la nourriture. Mais c'est là que leur routine matinale est interrompue par un flash. Holly se dit qu'il s'agit d'une décharge de plasma ou d'un rayonnement bêta, et Marshall a une vision étrange. Il voit un étranger demander de l'aide et il décide fermement de répondre à cette demande. Malgré les protestations de Will, les 4 se mettent à la recherche de la source de la lumière. Apparemment, elle vient d'un étrange prisme transparent. Pendant qu'ils essayent de comprendre comment ça marche, Chaka devient nerveux. Il sort d'étranges combinaisons de mots, mais le trio ne le comprend qu'une fois trop tard. Okay. Ils n'ont aucune idée de comment se défendre contre ces étranges reptiliens, les Slistax. Holly essaie de le combattre avec une ceinture, mais ça ne marche pas très bien. Marshall remarque que la plaque de la ceinture reflète les rayons du soleil. Il l'utilise pour construire une étrange pyramide de lumière et s'y cacher. Et la chose la plus étonnante, c'est que les Slistax ne les voient pas là-dedans. Regardant derrière, ils réalisent qu'ils sont dans une sorte d'espace mystérieux, comme un trou noir. Ils sont debout sur ce qui ressemble à une petite banquise, et pas loin d'eux se trouve la créature de la vision de Marshall. Il se présente comme Enick, l'altrusien. Enick dit qu'il est familier avec les œuvres de Marshall, il est même au courant de son débat avec l'animateur de la télé. Il se dit prisonnier, et il demande aux scientifiques de l'aider à le libérer. En fait, le méchant insidieux Zarn a desservi sa planète, et il veut aussi asservir la Terre avec l'aide d'une énorme armée de Slistax. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de trouver un amplificateur qui donnera de la force aux cristaux. Selon Enick, c'est grâce à ça que l'on peut se déplacer dans l'espace et le temps. If you wish to return home, these crystals are the doorway. Your device is the key. Marshall est inspiré comme il ne l'a jamais été. Plein d'enthousiasme, il crée une mini-carte de la région et il partage une stratégie pour trouver l'amplificateur avec ses associés. Mais leurs plans sont perturbés par Chaka. Il persiste à montrer quelque chose à ses nouveaux amis. Il les conduit à un endroit étrange où il y a un tas d'objets aléatoires. Une grande roue, un navire, une statue de pharaon, une cabine téléphonique et un fragment de motel. Ils se disent que l'entrée principale de ce monde est peut-être ici. Leur théorie est vite confirmée. Ils voient le bateau sur lequel ils sont venus, mais dès qu'ils essayent de s'en approcher, un camion de crème glacée tombe du ciel et un troupeau de petits dinosaures affamés se jette dessus. Et même si ces créatures ne remarquent pas leur présence, ce n'est pas si facile de se cacher du T-Rex et de l'allosaure. La poursuite commence. Marshall dit à tout le monde de se préparer et zigzaguer pour confondre les dinosaures, mais ça n'aide pas beaucoup. D'ailleurs, on dirait bien que le T-Rex a une dent contre Marshall. Il ne le lâche pas une seconde. Ce n'est qu'après un cache-cache long et épuisant que le scientifique arrive à monter les dinosaures les uns contre les autres et à se cacher dans une petite décharge. Là, il voit une bouteille d'azote liquide et un plan commence à se former dans sa tête. Marshall court vers ses amis et leur dit de charger la catapulte qui se trouve à proximité. Au dernier moment, il charge la bouteille d'azote dans la catapulte et... Le corps de l'allosaure gelé explose et les amis voient que l'amplificateur était dans son estomac pendant tout ce temps. Mais ils n'ont même pas le temps de s'en approcher, l'appareil est immédiatement emporté par un ptérodactyle ailé. Marshall est désespéré. Il veut arrêter les recherches et laisser tomber. Holly l'engueule en lui disant qu'elle était partie de Cambridge parce qu'elle croyait à ses théories. Elle considérait Marshall comme un homme prêt à subir n'importe quoi pour le bien de tous. Mais là, elle est déçue. Au soir, Will, Holly et Chaka sont assis près du feu. Ils n'ont visiblement aucun espoir que Marshall revienne, jusqu'au moment où il revient à la grotte avec un banjo, joue une chanson de conciliation pour eux, puis leur annonce qu'il a changé d'avis. Le lendemain matin, le paléontologue se réveille avant tout le monde et les informe que pour trouver l'amplificateur, ils devront grimper pendant des heures pour arriver au sommet d'un volcan. Les compagnons le suivent et se rapprochent de la fin avant d'entendre une mélodie familière. Apparemment, les ptérodactyles ont mis en place un incubateur d'œufs dans le cratère du volcan, et maintenant l'amplificateur ne peut être atteint qu'en marchant sur du verre volcanique. Marshall se porte volontaire et atteint l'amplificateur avec succès, mais au moment où il est sur le point de faire demi-tour, les poussins de dinosaures commencent à éclore. Holly dit que c'est parce que la musique qui les calmait s'est arrêtée. Eh bien, il n'y a plus rien à faire. God, I hope I get it. I hope I get it. How many people does he need? Opération réussie.
Ils se rendent dans l'épave de motel dans le désert des trouvailles pour célébrer leur succès. Chaka donne aux hommes un verre de jus de fruits d'un arbre inconnu, mais ils apprennent ses propriétés qu'une fois qu'ils l'ont bu. Apparemment, ce jus peut provoquer des hallucinations. Tandis que les ivrognes font trempette dans la piscine, Holly prend l'amplificateur et se dirige vers un son étrange. Au loin, elle voit un portail qui est exactement pareil que celui des Slistax, et y entre. La jeune fille marche à travers des terres étranges remplies de cristaux géants, quand d'un coup, un hologramme de Zarn apparaît devant elle. Il dit que Hennick l'Altrusien s'est échappé de prison. Il va donc conduire des hordes de Slistax à faire des ravages dans le temps et dans l'espace, et personne ne devrait lui faire confiance. Holly voit Hennick tuer Zarn, qui est donc devenu un hologramme. Les amis se réveillent avec une terrible gueule de bois, mais le fait qu'Holly ne soit plus là les fait décuver très rapidement. Et maintenant, ils errent à travers les grottes de cristaux et Chaka est envoyé pour accomplir une tâche importante. Dans la grotte, Will et Marshall deviennent des témoins involontaires de l'accouplement des Slistax. Ils laissent leur peau de la remise et les amis décident de l'utiliser comme costume de camouflage. Au repère des reptiliens, Marshall et Will voient Holly se faire juger comme une criminelle. Le scientifique ne peut pas rester calme, il se fait tout de suite prendre en criant et il jette son costume. En écoutant le verdict d'Holly, il se rend finalement compte qu'Hennick les a trompés. Mais personne ne le comprendra, donc il n'y a pas de temps à perdre. Eh bien, que serait un film sans bisous? Malgré la tentation de tout abandonner, Rick et Holly arrivent à se décoller et se souviennent du méchant. Les amis annoncent la mauvaise nouvelle à Holly, ils ont envoyé le pauvre Chaka pour Hennick. Dès qu'ils disent ça, Hennick apparaît à l'horizon avec un prisonnier. Hennick déclare qu'il a maintenant tout pour asservir le monde. Il prévoit d'envoyer une armée de Slistax à différents moments dans le temps et dans l'espace. Mais il commence par la Terre, bien évidemment. Le méchant remercie Marshall pour son aide et part le laissant seul avec un cadeau d'adieu, un T-Rex. Mais cette fois, le scientifique ne fuit plus le dinosaure. Il décide que le temps est venu d'affronter son adversaire, et il envoie ses amis attendre à l'obélisque avec des cristaux. Le duel commence, et Marshall décide de sortir son atout. Marshall laisse tomber son briquet, et le T-Rex marche dessus. Holly le voit et elle comprend enfin comment le fossile par lequel tout a commencé a été créé. Le scientifique quant à lui n'arrive pas à faire face à l'ennemi. En fin de compte, il s'empare d'un bâton laissé par quelqu'un et décide de prendre un risque. Holly sort de sa cachette et elle essaie de raisonner le dinosaure. Elle lui dit que personne ne le comprendrait aussi bien que Marshall, et que l'avenir de sa famille dépendait uniquement de Marshall. Évidemment, ça ne marche pas. Le prédateur ne fait que grogner et rentre chez lui. Les Slistax emmenés par Hennick se rassemblent déjà autour de l'obélisque. Will et Holly décident de se battre pour rendre hommage à Marshall. Et juste quand la situation ne peut plus s'aggraver, une aide inattendue arrive. Marshall sur le T-Rex. Avec un tel allié, il n'a aucun mal à gérer tous les Slistax. Alors comment est-ce que Marshall a réussi à sortir de l'estomac du T-Rex? Crois-moi, tu ne veux pas savoir, mais il est évident que cette expérience les a rapprochés, au point qu'ils se disent au revoir comme les meilleurs amis. Les amis retournent au portail où Hennick les attend déjà, ou plutôt ne les attend pas du tout. Un combat s'ensuit et Will lâche l'un des cristaux. Le tunnel s'effondre, mais Marshall se souvient qu'Holly a un cristal similaire autour du cou. Leur truc marche, mais ils doivent se dépêcher. Essayant de les arrêter, Hennick capture Will au dernier moment et il menace Marshall. Mais c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Will déclare qu'il a trouvé son bonheur ici et qu'il restera donc avec Chaka. What your women look like? I'm here to offer y'all protection and shelter. Avec une conscience claire, Marshall et Holly le quittent en compagnie d'un nouvel ami et ils retournent dans le parc d'attractions abandonné. Le temps passe et Marshall réapparaît dans l'émission de Matt Lauer. Il présente un nouveau livre, il est confiant et il ne réagit plus au sarcasme de l'animateur. La voilà, la justice tant attendue. Tiens, si t'avais un amplificateur tachyon chez toi, t'irais dans quel univers ? Dis-moi tout dans les commentaires et n'oublie pas de laisser un petit like et de cliquer sur la cloche. On te prépare déjà plein de nouvelles histoires stylées.